Papa, le pendentif de l'hôtesse de l'air, est le même que celui de maman sur la photo. Le millionnaire se retourna et resta paralysé. C'était le pendentif qu'il avait offert à son aimé 8 ans avant sa disparition. Le soleil matinal de Paris filtrait à travers les immenses baies vitrées du bureau d'Alexandre Beaumont, projetant des ombres dorées sur le marbre italien du sol, 42 ans, des tempes légèrement grisonnantes qui lui donnaient une prestance naturelle. Alexandre contemplait la tour Eiffel au loin, tout en serrant machinalement sa tasse de café entre ses mains. 8 ans, 8 longues années, depuis que Claire avait disparu dans ce maudit accident d'avion, emportant avec elle la lumière de sa vie. « Papa, tu es encore en retard », lança Lucas depuis le seuil de la porte, son cartable à l'épaule et cette expression mi-amusée, mi-inquiète qu'il arborait souvent quand il surprenait son père dans ses moments de mélancolie. Alexandre sursauta légèrement et se tourna vers son fils. À 10 ans, Lucas avait hérité des yeux noirs perçants de sa mère et de la prestance naturelle des Beaumont, mais il y avait aussi cette sensibilité particulière, cette façon qu'il avait de capter les émotions des autres, comme s'il possédait un 6e sens. « Tu as raison, mon bonhomme. Allez, on y va. » Le trajet vers l'aéroport Charles de Gaulle se déroula dans un silence confortable. Alexandre observait son fils du coin de l'œil. Lucas avait cette habitude de dessiner constamment. Des avions, des nuages, et surtout cette femme qu'il n'avait jamais connue, mais dont il connaissait chaque trait grâce aux photos que son père gardait précieusement, Claire, sa mère, cette présence fantôme qui habitait leur quotidien sans jamais s'imposer. « Papa, raconte-moi encore comment maman était », demanda soudain Lucas, comme s'il avait lu dans les pensées de son père. Alexandre sourit tristement. Elle était lumineuse, tu sais. Quand elle riait, on avait l'impression que le monde entier s'illuminait. Et puis elle portait toujours ce petit pendentif, un cœur en or avec une émeraude minuscule au centre. Je le lui avais offert pour nos fiançailles. Celui de la photo. Oui, celui de la photo. Lucas hocha la tête gravement, comme s'il archivait cette information dans un coin secret de sa mémoire. Il sortit son carnet de dessin et commença à croquer quelque chose, sa langue légèrement sortie dans cet effort de concentration qui attendrissait toujours Alexandre. L'embarquement se déroula sans encombre. Vol Air France 447, destination Nice pour l'inauguration du nouvel hôtel Beaumont sur la Côte d'Azur. Alexandre avait l'habitude de ses voyages d'affaires, mais il préférait emmener Lucas plutôt que de le laisser seul avec la gouvernante. Après tout, ces moments ensemble étaient trop précieux. Ils s'installèrent en première classe. Lucas côté hublot comme toujours. L'enfant adorait observer les nuages, prétendant qu'il cherchait des messages secrets que sa maman lui envoyait du ciel. Alexandre ne le détournait jamais de cette habitude. Si cela aidait Lucas à gérer l'absence de sa mère, pourquoi pas? C'est alors qu'elle apparut. Une hôtesse de l'air remontait l'allée, vérifiant que les ceintures étaient bien attachées avant le décollage. Brune, environ 30 ans, avec quelque chose d'indéfinissable dans le regard. Une mélancolie, peut-être, ou cette impression qu'elle cherchait constamment quelque chose sans savoir quoi. Alexandre leva à peine les yeux, habitué au va-et-vient du personnel de bord. Mais Lucas, lui, s'était figé. L'enfant regardait fixement l'hôtesse qui s'approchait, ses yeux noirs écarquillés comme s'il venait de voir un fantôme. Alexandre suivit son regard. Intrigué par cette réaction inhabituelle, « Bonjour », dit l'hôtesse avec un sourire professionnel. « Puis-je vérifier vos ceintures ?» Sa voix était douce, mélodieuse, avec cet accent parisien légèrement chantant que Claire avait aussi. Alexandre hocha la tête distraitement, mais Lucas continuait de la dévisager avec une intensité troublante. « Ça va, mon cœur ?» demanda Alexandre à son fils. Lucas ne répondit pas. Il semblait hypnotisé par quelque chose. L'hôtesse se pencha pour vérifier sa ceinture, et c'est à ce moment-là que Lucas l'aperçut. Le pendentif, un petit cœur en or qui dépassait légèrement du col de l'uniforme, avec au centre une minuscule émeraude qui captait la lumière artificielle de la cabine, exactement comme celui de la photo, exactement comme celui que portait sa mère. Le monde de Lucas bascula. « Papa !» hurla-t-il soudain, si fort que toute la cabine se retourna. Le pendentif de l'hôtesse est le même que celui de la photo de maman. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre sentit son sang se glacer dans ses veines. Ses yeux se posèrent sur le cou de l'hôtesse, et il vit, lui aussi, ce petit cœur en or qui lui était si familier. Impossible, absolument impossible. L'hôtesse, elle, avait pâli. Sa main remonta instinctivement vers son cou.
comme pour cacher le bijou, mais il était trop tard. Elle regardait Alexandre avec une expression indéchiffrable. Surprise, confusion et quelque chose d'autre. Une reconnaissance inconsciente. « Excusez-moi », balbutia-t-elle. « Où avez-vous vu ce pendentif ?» Alexandre ne parvenait pas à prononcer un mot. Il fixait ce visage, cherchant des traces, des indices, quelque chose qui confirmerait ou infirmerait l'impossible hypothèse qui germait dans son esprit. Les traits étaient différents, plus fins, les cheveux plus courts, mais les yeux, ses yeux noisettes avaient quelque chose de troublant. « C'était celui de ma maman », dit Lucas d'une voix tremblante. « Elle est morte dans un accident d'avion il y a 8 ans, papa. Regardez, c'est exactement le même. » L'hôtesse porta la main à sa tempe, comme si elle était prise d'un vertige soudain. « Un accident d'avion », murmura-t-elle. « Il y a 8 ans. Comment vous appelez-vous » demanda Alexandre d'une voix rauque. « Amélie Girard. » Le nom ne lui disait rien. Mais ce pendentif était unique. Alexandre l'avait fait fabriquer spécialement pour Claire, par un joaillier de la place Vendôme. Il n'en existait qu'un seul exemplaire au monde. « Où avez-vous eu ce bijou ?» Amélie semblait de plus en plus troublée. « Je ne me souviens pas très bien. Je l'ai depuis toujours. Enfin, depuis que je... » Elle s'interrompit, portant à nouveau la main à sa tête. « Depuis que vous, quoi ? Depuis mon accident, il y a 8 ans, je ne me souviens de rien d'avant. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. Les médecins ont dit que j'avais subi un traumatisme crânien important. Amnésie rétrograde totale. Le monde d'Alexandre s'arrêta de tourner. 8 ans, un accident, une amnésie, ce pendentif unique, et maintenant qu'il l'observait attentivement, malgré les différences, il y avait quelque chose dans ce visage. « Mademoiselle, » dit-il en se levant lentement, « auriez-vous quelques minutes à nous accorder après l'atterrissage ?» Amélie acquiesça, visiblement ébranlée par cette rencontre étrange. Elle termina sa vérification et s'éloigna, mais Alexandre remarqua qu'elle se retournait plusieurs fois vers eux. Lucas attrapa la main de son père. « Papa, c'est elle, n'est-ce pas ?»« C'est maman. » Alexandre serra la petite main dans la sienne, incapable de répondre. Dans sa poitrine, son cœur battait si fort qu'il avait peur qu'on l'entende. Était-ce possible ? Claire était-elle vivante ? Et si oui, pourquoi ne se souvenait-elle de rien ? L'avion décolla, emportant avec lui plus de questions que de réponses. Mais pour la première fois depuis 8 ans, Alexandre Beaumont osait espérer que sa vie allait peut-être reprendre un sens. 8 ans plus tôt, côte bretonne, le bruit des vagues contre les rochers était devenu sa berceuse quotidienne. Amélie, enfin, c'est le nom qu'elle avait choisi, faute de s'en rappeler un autre, ouvrit les yeux dans la petite chambre mansardée qui donnait sur la mer. Comme chaque matin depuis 8 ans, elle porta instinctivement la main à son cou, cherchant le réconfort de ce pendentif qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Marie Kergoat, la femme qui l'avait recueillie, montait l'escalier avec le plateau du petit déjeuner, 70 ans, des mains burinées par le travail et un cœur gros comme la Bretagne. Marie était devenue la seule famille qu'Amélie connaissait. Encore fait des cauchemars cette nuit. « Ma petite ?» demanda la vieille dame en posant le plateau sur la table de chevet. Amélie hocha la tête, fatiguée. Ses rêves étranges la poursuivaient depuis toujours. Des images floues d'un homme aux cheveux bruns, d'un enfant qui lui tendait les bras, d'un grand jardin où elle courait en robe blanche. Mais dès qu'elle tentait de saisir ses souvenirs, il s'effilochait comme de la brume. « J'ai encore rêvé de lui », murmura-t-elle en prenant sa tasse de café. « Cet homme, je ne vois jamais son visage clairement, mais j'ai l'impression de le connaître. » Marie s'assit au bord du lit, avec cette tendresse maternelle qu'elle lui témoignait depuis le jour où elle l'avait trouvée, à demi morte sur la plage de Perros-Guirec, blessée, défigurée, sans papier, sans mémoire. Les médecins avaient là parlé de miracle. Elle n'aurait pas dû survivre à ses blessures. Peut-être qu'un jour ça reviendra, dit Marie doucement. Mais tu as construit une belle vie ici aussi. C'était vrai. Amélie avait appris le métier d'hôtesse de l'air, trouvé un appartement à Paris, créé une existence nouvelle. Mais il y avait toujours ce vide, cette impression constante qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel, comme si une partie d'elle-même était restée quelque part, dans un passé qu'elle ne pouvait atteindre. Présent. Aéroport Charles de Gaulle. L'atterrissage à Nice s'était déroulé sans encombre, mais Amélie n'arrivait pas à chasser de son esprit la rencontre troublante avec ce père et son fils. Le petit garçon surtout l'avait bouleversée, ses yeux noirs si intenses,
Cette façon qu'il avait eue de la regarder comme s'il la reconnaissait, de retour à Paris le soir même, elle ne tenait plus en place. Dans son petit studio de Montmartre, elle tournait en rond, le pendentif entre ses doigts, pour la première fois depuis 8 ans. Quelqu'un avait reconnu ce bijou, quelqu'un savait d'où il venait. Son téléphone sonna. Marie, comme si elle avait deviné son trouble. « Ma petite, ça va, tu as une drôle de voix. » Amélie s'effondra sur son canapé. « Marie, aujourd'hui il s'est passé quelque chose d'étrange. Un petit garçon a reconnu mon pendentif. Il a dit que c'était exactement le même que celui de sa mère, morte dans un accident d'avion, il y a 8 ans. » Le silence au bout du fil fut éloquent. Marie savait, elle aussi, dans quelles circonstances Amélie était arrivée dans sa vie. « Ah, tu crois que... » commença Amélie. « Je ne sais pas, ma chérie, mais si c'est le cas, tu as le droit de savoir. » Hôtel particulier Beaumont. 16e arrondissement. Alexandre ne parvenait pas à fermer l'œil, installé dans son bureau. Il avait étalé devant lui tous les documents concernant l'accident de Claire. Photos, rapports d'enquête, témoignages, il connaissait tout par cœur. Mais ce soir, il les relisait avec un œil nouveau. L'avion s'était écrasé au large de la Bretagne. On n'avait jamais retrouvé le corps de Claire, seulement des débris et quelques effets personnels. À l'époque, cela avait été un supplice supplémentaire. Ne pas pouvoir l'enterrer, ne pas avoir de certitude absolue. Mais maintenant, papa, Lucas apparut dans l'encadrement de la porte, en pyjama, son carnet de dessin sous le bras. « Tu ne dors pas ? » ?»« Mon bonhomme, j'arrive pas. Je pense trop fort à la dame de l'avion. » Lucas s'approcha et grimpa sur les genoux de son père. « Tu crois vraiment que c'est maman ?» Alexandre serra son fils contre lui. « Je ne sais pas, Lucas, mais nous allons chercher la vérité. »« D'accord. » Lucas ouvrit son carnet et en sortit un dessin qu'il venait de terminer. Alexandre retint son souffle. C'était le portrait d'Amélie, mais avec les cheveux longs et le visage légèrement différent, plus doux, plus rond, exactement comme Claire. « Comment tu as fait ça ? » ?»« Je sais pas. Mes mains ont dessiné toutes seules. » Lucas leva vers son père ses yeux graves. « Papa, elle me fait penser à mes rêves. » « Quels rêves ? Ceux où maman me chante des berceuses et où elle sent bon comme les fleurs. La dame de l'avion, elle avait la même odeur. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. Lucas n'avait que 2 ans quand Claire était morte. Officiellement, il ne pouvait pas s'en souvenir. Mais les enfants avaient parfois une intuition qui dépassait la logique adulte. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Monsieur Beaumont, c'est Amélie Girard, l'hôtesse de ce matin. Auriez-vous un moment pour parler demain ? J'aimerais en savoir plus sur ce pendentif. Merci. » Alexandre regarda l'écran, le cœur battant. Il tapa rapidement sa réponse. « Bien sûr, café de Flore, 14h. » La réponse arriva presque immédiatement. « Parfait. À demain. » Appartement de Véronique Beaumont, 7e arrondissement. Véronique Beaumont raccrocha son téléphone, le visage décomposé. Son contact à Air France venait de lui confirmer ses pires craintes. Alexandre avait demandé des informations sur une certaine Amélie Girard, hôtesse sur le vol de ce matin. À 45 ans, Véronique était une femme d'une beauté glacée, toujours tirée à 4 épingles, directrice financière de l'empire hôtelier familial. Elle avait passé sa vie dans l'ombre de son frère, rongée par un amour interdit qu'elle avait réussi à cacher à tous sauf à Claire, qui avait eu l'intuition de cette obsession malsaine. Véronique se dirigea vers son coffre-fort et en sortit un dossier qu'elle n'avait plus ouvert depuis 8 ans. Photos de l'épave, rapports confidentiels et surtout, la preuve de ce qu'elle avait fait. Elle avait cru que tout était fini, que Claire était morte et que son secret était enterré avec elle. Mais si cette Amélie était vraiment... « Non !» murmura-t-elle en serrant les poings. « C'est impossible. Elle est morte. Je l'ai vue mourir. » Pourtant, au fond d'elle-même, une terreur sourde commençait à grandir. Et si son crime parfait n'était pas si parfait que ça? Et si Claire était revenue pour tout détruire? Véronique décrocha son téléphone et composa un numéro qu'elle espérait ne plus jamais avoir à utiliser. « C'est moi. J'ai besoin de tes services à nouveau. » Studio d'Amélie, Montmartre. Amélie s'était endormie sur son canapé, le pendentif serré dans sa main. Ses rêves cette nuit-là furent plus intenses que jamais. Elle se voyait dans une grande maison, courant dans les escaliers en appelant quelqu'un. Elle entendait des rires d'enfants, sentait des bras forts l'entourer,
respirait un parfum masculin troublant de familiarité. Et puis, soudain, tout basculait. Un avion, des turbulences terrifiantes, une sensation de chute libre et cette certitude atroce que quelque chose clochait, que ce n'était pas un accident. Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois depuis 8 ans, ses rêves avaient eu une fin différente. Au lieu de se terminer dans le vague, ils s'achevaient sur une image précise. Le visage d'un homme aux yeux noirs qui criait son nom, un nom qui n'était pas Amélie, Claire. Le prénom résonna dans sa tête comme un écho lointain. Elle porta la main à son front, où une douleur sourde commençait à pulser. Des fragments d'images surgissaient, une bague de fiançailles, un bébé dans ses bras, ce même pendentif offert dans une boîte de velours bleu. Mon Dieu, souffla-t-elle. Demain, elle saurait enfin qui elle était vraiment. 8 ans plus tôt. Vol Air France. De nuit 147. Claire Beaumont serra plus fort la main d'Alexandre, alors que l'avion traversait une zone de turbulence au-dessus de la Manche. Elle n'avait jamais aimé voler, mais ce voyage à Londres était important pour les affaires de son mari. Lucas, âgé de 2 ans à peine, dormait paisiblement sur ses genoux, bercé par le ronronnement des moteurs. « Ça va, mon cœur », murmura Alexandre en embrassant sa tempe. Claire acquiesça, mais quelque chose la tracassait. Le pilote avait annoncé ces turbulences comme temporaires. Pourtant, elles semblaient s'intensifier. Et puis, il y avait cette conversation qu'elle avait surprise entre 2 membres d'équipage avant le décollage. Des mots qui n'avaient pas de sens sur le moment, mais qui résonnaient maintenant étrangement dans sa tête. Soudain, l'avion piqua violemment vers la droite. Les masques à oxygène tombèrent. Les cris des passagers emplirent la cabine. Claire serra Lucas contre elle. Ses yeux croisèrent ceux d'Alexandre dans un échange muet d'amour et de terreur. Elle porta instinctivement la main à son pendentif, ce petit cœur en or qu'Alexandre lui avait offert et qui ne quittait jamais son cou. « Je t'aime », articula-t-elle silencieusement. Ce furent ses derniers mots conscients avant l'impact. Présent, bureau de Véronique Beaumont. Véronique contemplait le journal du matin d'un œil distrait, en première page, l'inauguration du nouvel hôtel Beaumont à Nice, avec une photo de son frère et de Lucas souriant aux côtés du maire. Une belle réussite, comme toujours. Alexandre avait le don pour transformer tout ce qu'il touchait en or. Son assistante frappa à la porte. « Madame Beaumont, votre rendez-vous de 10 heures est arrivé. Faites-le entrer. » L'homme qui pénétra dans le bureau n'avait rien de remarquable. Taille moyenne, cheveux châtains, costume gris impeccable. C'était justement cette banalité qui faisait de Julien Moreau un enquêteur privé si efficace. Il pouvait se fondre n'importe où, entendre n'importe quoi, découvrir n'importe quel secret. « Madame Beaumont », il s'inclina légèrement. « J'ai effectué les recherches que vous m'avez demandées sur cette Amélie Girard. » Véronique se redressa, tous ses sens en alerte. « Et alors ? C'est troublant. » Moreau ouvrit son dossier. « Amélie Girard, 30 ans, hôtesse de l'air chez Air France depuis 5 ans, mais avant ça, c'est le vide total. Aucune trace d'elle nulle part avant 2017, comme si elle n'avait pas existé. » Le sang de Véronique ne fit qu'un tour. Que voulez-vous dire ? Elle a été trouvée sur une plage bretonne en juin 2017, grièvement blessée, sans papier d'identité, amnésie totale. La famille qui l'a recueillie l'a aidée à reconstruire sa vie, à obtenir de nouveaux papiers, mais officiellement, Amélie Girard n'existe que depuis cette date. Véronique sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle se laissa tomber dans son fauteuil, le visage livide. C'était impossible. Elle avait vu l'avion s'écraser. Elle avait vu les flammes. Claire ne pouvait pas avoir survécu. « Il y a autre chose », continua Moreau. « J'ai trouvé des photos d'elle datant de ses débuts chez Air France. Son visage était différent, plus abîmé. Elle a visiblement subi plusieurs opérations de chirurgie reconstructrice. » Véronique ferma les yeux, assaillie par un flot de souvenirs qu'elle avait enfouis. Le pilote qu'elle avait soudoyé, ses mains tremblantes quand elle lui avait remis l'argent. Sa promesse que tout passerait pour un accident. Elle avait cru s'être débarrassée de Claire pour toujours. Pouvoir enfin avoir Alexandre pour elle seule. Autre chose, madame. Véronique rouvrit les yeux. Moreau l'observait avec cette perspicacité dérangeante qui faisait sa réputation. Elle devait rester maîtresse d'elle-même. Non, c'est parfait. Continuez à la surveiller. Je veux savoir tout ce qu'elle fait, tous ses déplacements. Et si elle rencontre votre frère ?
Empêchez-le. Café de Flore, Saint-Germain-des-Prés. Alexandre arriva en avance. Comme toujours, il s'installa à une table donnant sur la rue, commanda un café et vérifia une dizaine de fois l'heure sur sa montre, 14h moins 10. Dans sa poche, il serrait la photo de Claire qu'il emportait partout. Cette image prise lors de leur voyage de noces en Italie, où elle riait aux éclats, son pendentif scintillant au soleil de Rome, à 14h précises. Amélie poussa la porte du café. Elle l'aperçut immédiatement et se dirigea vers lui, visiblement nerveuse. Elle portait un jean et un pull beige qui mettaient en valeur ses cheveux bruns coupés au carré. Sans l'uniforme d'hôtesse, elle paraissait plus jeune, plus fragile aussi. « Monsieur Beaumont, Alexandre, je vous prie. » Il se leva et lui avança une chaise. « Merci d'être venu. » Ils commandèrent leur consommation dans un silence tendu. Amélie tripotait nerveusement son pendentif et Alexandre ne pouvait détacher son regard de ce petit cœur en or qui l'obsédait depuis la veille. « Vous m'avez dit que ce bijou appartenait à votre femme ?» demanda finalement Amélie. Alexandre sortit la photo de sa poche et la posa sur la table. Amélie se pencha pour mieux voir et pâlit instantanément, sur le cliché. Claire souriait, portant exactement le même pendentif. « Mon Dieu !» murmura Amélie. « C'est exactement le même. Pas exactement le même. Le même. Ce bijou est unique. Je l'ai fait fabriquer spécialement pour Claire par un joaillier de la place Vendôme. Il n'en existe qu'un seul exemplaire. » Amélie leva les yeux vers lui, et Alexandre fut frappé par leur ressemblance troublante avec ceux de sa femme, plus foncés peut-être. Mais cette expression, cette façon particulière de plisser légèrement les paupières quand elle réfléchissait, « Comment l'avez-vous eue » insista Alexandre. « Je ne sais pas. » Amélie porta la main à sa tempe. « Je l'ai depuis mon accident. Les médecins ont dit que je le portais quand on m'a trouvée. C'est tout ce qui me restait de ma vie d'avant. » Quel accident? Il y a 8 ans, j'ai été trouvée sur une plage en Bretagne, grièvement blessée, traumatisme crânien, amnésie rétrograde totale. Je ne me souviens de rien d'avant cette date. Elle marqua une pause. Vous m'avez dit que votre femme était morte dans un accident d'avion? Alexandre hocha la tête. Le 15 juin 2017, vol Air France 2847, destination Londres, l'avion s'est écrasé au large des côtes bretonnes. On n'a jamais retrouvé son corps. Amélie devint livide. Le 15 juin, c'est exactement la date où on m'a trouvée. Le silence qui suivit fut pesant. Alexandre sentait son cœur battre si fort qu'il craignait qu'elle l'entende. Était-ce possible? Cette femme assise en face de lui, aux traits certes différents mais aux yeux si familiers, pouvait-elle être Claire? Puis-je voir d'autres photos? Demanda doucement Amélie. Alexandre sortit son téléphone et lui montra plusieurs clichés. Claire enceinte de Lucas, Claire dans leur jardin de Neuilly, Claire le jour de leur mariage. À chaque image, Amélie semblait plus troublée. « J'ai l'impression de la connaître », murmura-t-elle, comme si j'avais déjà vu ces lieux, vécu ces moments, mais c'est flou, comme dans un rêve. Et le petit garçon d'hier, Lucas, il me bouleverse. Quand il m'a regardé dans l'avion, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi se réveillait. Amélie essuya une larme qui roulait sur sa joue. « Vous croyez que je suis, que je pourrais être ?» Ni, Alexandre tendit la main au-dessus de la table et effleura la sienne. Ce simple contact provoqua en lui un électrochoc. Cette peau, cette chaleur, il les connaissait par cœur. « Claire », murmura-t-il. Amélie ferma les yeux, et quand elle les rouvrit, il y vit une lueur de reconnaissance inconsciente, comme un voile qui se déchire lentement. Appartement de Véronique. Le téléphone de Véronique sonna. Moreau. Ils sont ensemble au café de Flore. Ça a l'air sérieux. Véronique raccrocha brutalement et se dirigea vers son bar. Elle se servit un whisky d'une main tremblante et le vida d'un trait, puis un autre, et encore un autre, dans le miroir baroque qui ornait son salon. Elle contempla son reflet, 45 ans, toujours belle, toujours élégante, mais seule, terriblement seule. Depuis toujours, elle n'avait aimé qu'un homme, Alexandre, son propre frère. Cette obsession l'avait menée au crime 8 ans plus tôt, et aujourd'hui, tout risquait de s'effondrer. Elle décrocha son téléphone et composa le numéro d'un autre de ses contacts, un homme moins recommandable que Moreau. Mais parfois,
Les situations désespérées exigent des mesures drastiques. J'ai un travail pour vous, dit-elle d'une voix glacée. Une femme devient gênante. Il faut qu'elle disparaisse. Pour de bon, cette fois. La guerre venait de commencer. Studio d'Amélie. Montmartre, 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre au café de Flore, et Amélie n'arrivait plus à dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, des images affluaient. Un bébé qui gazouillait dans ses bras. Des mains d'homme qui caressèrent son visage, une grande maison aux volets bleus, et cette voix qui l'appelait, Claire. Elle se leva pour la 3e fois de la nuit et se dirigea vers sa kitchenette. En ouvrant le réfrigérateur, elle remarqua que son lait avait tourné alors qu'elle l'avait acheté la veille. Étrange. Et ces vertiges qu'elle ressentait depuis quelques jours, son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Bonjour Amélie. Lucas aimerait vous revoir. Accepteriez-vous de déjeuner avec nous demain ?» Le cœur d'Amélie s'emballa. Ce petit garçon l'obsédait autant qu'elle semblait l'obséder. Elle tapa sa réponse. « Avec plaisir. Où et quand ?» Hôtel particulier, Beaumont-Alexandre raccrocha son téléphone et se tourna vers Lucas, qui terminait ses devoirs sur la grande table de la salle à manger. Depuis leur rencontre avec Amélie, l'enfant avait changé, plus concentré, mais aussi plus rêveur, comme s'il attendait quelque chose d'important. « Elle a dit oui », demanda Lucas sans lever les yeux de ses cahiers. « Comment tu savais que… » « Papa, j'ai dit à mes copains à l'école que maman était peut-être revenue. » Lucas posa son crayon et regarda son père avec cette gravité touchante qui le caractérisait. « Ils m'ont dit que j'étais fou, mais moi, je le sens là. » Il posa sa petite main sur son cœur. Quand elle m'a regardé dans l'avion, c'était comme si quelque chose en moi s'allumait. Alexandre s'assit près de son fils. « Tu sais, Lucas, même si c'était vraiment maman, elle ne se souvient de rien. Elle ne nous reconnaît pas. Mais moi, je peux l'aider à se souvenir. » s'exclama l'enfant avec l'optimisme de ses 10 ans. « J'ai préparé quelque chose. » Il courut vers sa chambre et revint avec un album photo qu'Alexandre n'avait jamais vu. Lucas l'avait visiblement confectionné lui-même, avec des images découpées et collées, des dessins intercalés entre les photos. « C'est l'histoire de maman et nous. » expliqua-t-il fièrement. « Regarde, là c'est quand elle était enceinte de moi, là notre maison, et là nos vacances en Normandie. J'ai dessiné les morceaux qui manquaient. » Alexandre feuilleta l'album, ému. Lucas avait reconstitué toute leur vie de famille, avec une précision troublante, y compris des détails que son père pensait avoir oubliés. Bureau de Véronique Beaumont. « Vous me décevez, Moreau. » Véronique arpentait son bureau, nerveuse. 3 jours que cette femme se promène librement dans Paris. L'enquêteur privé haussa les épaules. Elle est prudente. Elle varie ses trajets, évite les endroits isolés, et puis votre frère lui a assigné un chauffeur. Un chauffeur ? Véronique s'arrêta net. Alexandre lui a donné un chauffeur. Marcus Dubois, un de ses hommes de confiance. Elle ne sort plus seule nulle part. Véronique sentit la colère monter en elle. Alexandre protégeait déjà cette femme. Pire, il commençait à la traiter comme sa femme. Elle décrocha son téléphone et composa un autre numéro. « Fabien, c'est Véronique. J'ai besoin de toi. Tu te souviens de ce service que tu me devais. » Fabien Roussel était journaliste à Gossip Magazine. Un homme sans scrupules qui se nourrissait des scandales des familles riches. Véronique lui avait rendu quelques services par le passé, et il était temps qu'il lui rende l'appareil. « Écoute-moi bien. Je vais te donner une information qui va faire la une de ton prochain numéro. Restaurant, le Procope. 6e arrondissement Amélie, arriva la première au restaurant qu'Alexandre avait choisi. Un endroit chargé d'histoire, feutré, discret. Elle s'installa à la table réservée et commanda un verre d'eau, l'estomac noué par l'appréhension. Quand Alexandre et Lucas poussèrent la porte, elle les reconnut immédiatement. Lucas courut vers elle et, sans la moindre hésitation, lui tendit son album photo. « Je vous ai fait ça », dit-il avec un sourire radieux. « C'est notre histoire. » Amélie ouvrit l'album et sentit immédiatement un vertige la saisir. La première photo la montrait Claire, en robe de mariée, rayonnante au bras d'Alexandre. Mais ce n'était pas seulement de voir cette image qui la troublait. C'était cette sensation de déjà-vu, cette impression d'avoir vécu cette scène. « Celle-là, c'est quand tu étais enceinte de moi », continua Lucas en tournant la page. « Papa dit que tu chantais tout le temps pour moi dans ton ventre. » Amélie effleura la photo. Soudain, une mélodie lui vint aux lèvres, sortant de nulle part. « Dodo, l'enfant d'eau,
L'enfant dormira bien vite. Lucas écarquilla les yeux. C'est ça. C'est exactement cette chanson. Alexandre et Amélie se regardèrent, troublés. Comment pouvait-elle connaître cette berceuse que Claire fredonnait tout le temps? Et là, poursuivit Lucas, c'est notre jardin. Tu adorais les roses. Papa en a planté partout pour toi. Amélie contempla la photo du jardin de Neuilly. Dans sa tête, elle sentait presque le parfum des roses, entendait le bruit de l'arrosoir, voyait ses mains, non, les mains de Claire, s'occuper tendrement des fleurs. J'aimerais voir cette maison, murmura-t-elle. Bien sûr, dit Alexandre doucement. Quand vous voudrez. Le repas se déroula dans cette atmosphère étrange. Mélange de mélancolie et d'espoir. Lucas racontait 1000 anecdotes sur sa mère. Et à chaque histoire, Amélie sentait quelque chose remuer dans sa mémoire. Alexandre, lui, l'observait avec une intensité qui la troublait. Parfois, quand elle riait à une plaisanterie de Lucas, il fermait les yeux comme s'il reconnaissait cette musique. Après le déjeuner, Neuilly-sur-Seine, la maison était encore plus belle que sur les photos. Une demeure bourgeoise du XIXe siècle, avec son jardin luxuriant et sa façade de pierre blonde, Amélie la contempla depuis la grille, le cœur battant. « Tu veux entrer ?» demanda Lucas en lui prenant la main naturellement. Cette spontanéité de l'enfant, cette façon qu'il avait de la traiter comme si elle était vraiment sa mère, bouleversait Amélie. Elle le suivit dans le jardin, Alexandre fermant la marche silencieusement. Les roses étaient magnifiques, d'un rouge profond qui contrastait avec le vert du gazon. Amélie s'approcha du massif principal et, sans réfléchir, se pencha pour respirer leur parfum, le parfum Mr. Lincoln, sa variété préférée. Comment pouvait-elle savoir le nom de cette rose? Maman plantait toujours celle-là en premier, dit Lucas. Elle disait que c'était la plus noble. Amélie se redressa, prise de vertige. Des images défilaient dans sa tête. Elle-même, Claire, à genoux dans cette terre, les mains salies par le jardinage, riant aux éclats quand Alexandre l'arrosait par surprise. « Ça va ?» Alexandre s'approcha, inquiet. « Oui, c'est juste que… » Elle hésita. « J'ai l'impression d'être déjà venue ici. Tout me semble familier. » Ils pénétrèrent dans la maison. Chaque pièce était un nouveau choc pour Amélie. La cuisine avec ses placards bleu canard. Elle savait instinctivement que les tasses étaient dans celui de droite. Le salon avec ce grand canapé de cuir où elle imaginait parfaitement Lucas faire ses devoirs. L'escalier qu'elle gravit sans hésitation, comme si ses pieds connaissaient par cœur chaque marche. Au premier étage, Lucas ouvrit une porte. « Ça, c'était votre chambre. » Amélie entra et s'immobilisa. La chambre était restée exactement comme Claire l'avait laissée, sur la coiffeuse. Ses parfums, dans la penderie entr'ouverte, quelques robes, et sur la table de chevet, une photo d'elle avec Alexandre et Lucas bébé. Elle s'approcha du lit et, sans réfléchir, s'assit du côté gauche, son côté, celui d'où elle avait l'habitude de regarder Alexandre dormir. « Alexandre », murmura-t-elle. Et pour la première fois, elle prononça son prénom avec cette intonation particulière que Claire était seule à avoir. Alexandre sentit ses jambes se dérober. Cette voix, cette façon de dire son nom, c'était Claire. Il en était certain maintenant. Le soir même, appartement de Véronique contemplait les photos que Moreau venait de lui apporter. Alexandre, Amélie et Lucas dans le jardin de Neuilly, Amélie tenant la main de Lucas, Alexandre regardant cette femme avec l'expression qu'il n'avait eue que pour Claire. Elle froissa les clichés dans sa main. Cette garce était en train de reprendre sa place. Sa vie, après 8 ans, Alexandre recommençait à sourire. Lucas avait retrouvé sa joie de vivre. Et elle, Véronique, redevenait invisible. Son téléphone sonna. Fabien Roussel. Le papier est prêt. Il sort demain. Scandale chez les Beaumont. Le magnat des hôtels abuse-t-il de la détresse d'une amnésique? On y suggère que ton frère manipule une femme vulnérable pour ses propres besoins. Parfait. Véronique raccrocha et sourit pour la première fois depuis des jours. Si elle ne pouvait pas empêcher Claire de revenir, elle pouvait au moins la détruire aux yeux d'Alexandre. La guerre ne faisait que commencer. Studio d'Amélie, Montmartre. Amélie se réveilla en sursaut. Trempée de sueur, cette fois, le rêve avait été différent, plus net, plus précis. Elle se voyait dans la cuisine de la maison de Neuilly, préparant le petit déjeuner pour Alexandre et Lucas. Elle connaissait chaque geste,
où se trouvaient les bols, comment Alexandre aimait son café, que Lucas préférait ses tartines sans croûte, elle se leva péniblement, prise d'un violent mal de tête. Ses migraines étaient de plus en plus fréquentes depuis quelques jours, accompagnées de nausées et de vertiges. Elle se dirigea vers sa kitchenette pour prendre un cachet d'aspirine et remarqua que son pot de miel cristallisé semblait avoir été ouvert. Pourtant, elle ne se souvenait pas l'avoir utilisé récemment. Son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Comment allez-vous ? Lucas n'arrête pas de parler de vous depuis hier. » Amélie sourit malgré sa migraine. Ce petit garçon était en train de prendre une place énorme dans son cœur. Elle répondit, quelques mots de tête, « Mais ça va, j'aimerais le revoir aussi. » Café près des bureaux d'Air France à l'heure de la pause déjeuner. Amélie rejoignit sa collègue Sandrine, une hôtesse expérimentée qui était devenue sa confidente au fil des années. « Tu as une mine épouvantable, » constata Sandrine en la voyant arriver. « Tu es sûre que ça va ? Je ne sais plus très bien. » Amélie s'assit lourdement. « Sand, tu te souviens quand je suis arrivée chez Air France ? Comment j'étais ?» Sandrine fronça les sourcils. « Pourquoi cette question ? S'il te plaît, c'est important. » « Eh bien, tu étais très différente, plus fragile physiquement, tu portais encore les traces de ton accident. Mais il y avait autre chose, tu semblais chercher quelque chose en permanence, comme si tu attendais quelqu'un. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. Quelqu'un en particulier. « Je ne sais pas, mais tu scrutais constamment les visages des passagers, surtout les hommes bruns avec des enfants. Et puis tu as eu cette période où tu dessinais sans arrêt. » « Je dessinais ?» Amélie ne se souvenait pas de cette habitude. « Oui, des portraits. Toujours le même homme, toujours le même petit garçon. Je t'avais dit que tu avais des mains d'artiste. » Sandrine marqua une pause. « D'ailleurs, j'ai gardé quelques-uns de tes dessins. Tu veux les voir ?» Bureau de Véronique Beaumont. Simultanément, Véronique parcourait Gossip Magazine avec satisfaction. L'article de Fabien était parfait. Insinuations perfides, photos compromettantes, témoignages anonymes suggérant qu'Alexandre profitait d'une femme vulnérable, le tout présenté avec juste assez de précautions juridiques pour éviter un procès en diffamation. Son assistante frappa à la porte. « Madame, votre frère souhaite vous voir, il a l'air contrarié. » Alexandre entra comme une tornade, le magazine à la main. « Véronique, qu'est-ce que c'est que cette merde ? De quoi parles-tu » Véronique prit son air le plus innocent. « Ne joue pas à ça avec moi. » Alexandre jeta le magazine sur le bureau. Ces photos, ces insinuations, comment les journalistes ont-ils pu savoir pour Amélie, qui d'autre que nous était au courant ? Véronique haussa les épaules. Alexandre, tu es naïf, dans notre milieu. Rien ne reste secret longtemps. Tu te promènes avec une inconnue, tu l'emmènes dans notre maison de famille, tu lui assignes un chauffeur. Notre maison. Alexandre la coupa, les yeux étincelants de colère. C'est ma maison, Véronique. La maison que j'ai partagée avec ma femme. Ta femme est morte, explosa Véronique. Morte et enterrée. Et cette usurpatrice profite de ton chagrin. Usurpatrice. Alexandre s'approcha dangereusement. Tu l'as vue, Véronique. Tu as vu comment Lucas réagit avec elle. Tu as vu ce pendentif. Un bijou que n'importe qui peut faire copier. Unique, créé sur mesure. Tu le sais très bien. Véronique sentit la sueur perler sur son front. Elle devait détourner l'attention d'Alexandre. Même si par miracle cette femme était claire. Réfléchis, elle ne se souvient de rien. Elle n'est plus la femme que tu as aimée. Elle se souvient. La voix d'Alexandre se fit plus douce. Peu à peu, elle se souvient. Sa façon de tenir Lucas, de chantonner cette berceuse, de connaître instinctivement notre maison. Véronique sentit la panique la gagner. Si Claire récupérait la mémoire complètement, elle se souviendrait forcément de quelque chose, de cette dispute qu'elles avaient eue avant le départ, de ces menaces que Véronique avait proférées dans un moment de colère. « Alexandre, » dit-elle en changeant de tactique, « même si c'est elle, réfléchis aux conséquences. Le scandale pour notre famille, pour tes affaires. Je me fiche du scandale. Et Lucas, tu veux qu'il grandisse dans cette controverse ? Qu'il entende dire partout que son père manipule une amnésique. » Alexandre hésita. Lucas était son talon d'Achille. Et Véronique le savait. Appartement de Sandrine. Belleville, Amélie contemplait les dessins que Sandrine avait conservés. Sous le choc. Sur chaque feuille, le même visage masculin aux traits nobles. Les mêmes yeux sombres et intenses. Alexandre, elle l'avait dessiné des dizaines de fois sans savoir qui il était. Et Lucas,
le petit garçon qu'elle croquait inlassablement, à différents âges, comme si elle l'avait vu grandir. Sur certains dessins, elle l'avait représenté bébé, dans les bras d'une femme qui lui ressemblait trait pour trait. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Sand, je les connaissais, je les ai toujours connus. Amélie, qu'est-ce qui se passe? Tu es blanche comme un linge. Je crois que je sais qui je suis vraiment. » Hôtel particulier Beaumont. Soir, Alexandre rentra chez lui, épuisé par sa confrontation avec Véronique. Lucas l'attendait dans le salon, son album photo ouvert sur ses genoux. « Papa, j'ai vu le magazine chez mon copain Thomas. Sa maman dit que tu es méchant avec Amélie. » Alexandre s'assit près de son fils et l'attira contre lui. « Qu'est-ce que tu en penses, toi? » « Moi, je pense que c'est vraiment maman et qu'elle va bientôt se souvenir de nous. » Lucas leva vers son père ses yeux confiants. Elle connaissait déjà la chanson, et dans le jardin, elle savait où étaient les plus belles roses. « Tu as peut-être raison, bonhomme. »« Papa ?» Lucas hésita. « Si maman se souvient, elle va revenir habiter avec nous. » Alexandre serra son fils plus fort. « Je ne sais pas, Lucas. Tout est compliqué. » Studio d'Amélie. Nuit, Amélie ne parvenait toujours pas à dormir. Les dessins de Sandrine l'avaient bouleversée. Mais il y avait autre chose. Ces maux de tête persistants. Cette fatigue anormale. Elle se leva pour boire un verre d'eau et ouvrit machinalement son pot de miel pour sucrer sa tisane. Une odeur étrange s'en échappait, légèrement amère, chimique. Ce n'était pas normal. Elle examina le pot à la lumière et remarqua des traces blanches sur les parois, comme si quelqu'un y avait mélangé une poudre. Son sang se glaça. Quelqu'un empoisonnait sa nourriture. Elle courut vers sa salle de bain et se fit vomir. Prise de panique. Puis elle appela Alexandre, les mains tremblantes. « Amélie, il est minuit passé. »« Qu'est-ce qui ?»« Alexandre, je crois qu'on essaie de m'empoisonner. Mon miel a un goût bizarre. Et ces migraines, cette fatigue. Restez où vous êtes. J'arrive. » 20 minutes plus tard, Alexandre débarqua avec Marcus, son chauffeur et homme de confiance, et un médecin de famille. Ils emportèrent le pot de miel pour analyse et le docteur Mercier examina Amélie. Symptômes compatibles avec un empoisonnement lent, confirma le médecin. Probablement des benzodiazépines ou un psychotrope, rien de mortel. Mais de quoi provoquer confusion mentale et trouble de la mémoire. Alexandre serra les poings. Quelqu'un voulait empêcher Amélie de récupérer ses souvenirs. Quelqu'un qui avait accès à son appartement. « Marcus, je veux une surveillance 24h/24 et trouvez-moi qui a les clés de cet immeuble. » Amélie s'effondra dans les bras d'Alexandre. Épuisée et terrorisée. Pour la première fois depuis des semaines. Elle se sentait en sécurité, contre son torse. Elle respirait ce parfum qui lui était si familier. Cette eau de toilette qu'elle connaissait par cœur sans savoir pourquoi. « Alexandre, » murmura-t-elle, « je crois que je vous aime. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je vous aime. » Alexandre sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Ces mots, cette intonation, c'était Claire, sa Claire qui revenait enfin vers lui. Dans l'ombre de l'immeuble d'en face, Moreau observait la scène aux jumelles et téléphona à Véronique. « Votre plan a échoué. Elle a découvert le poison. Et maintenant, elle est sous la protection rapprochée de votre frère. » Véronique raccrocha rageusement. Il était temps de passer aux moyens extrêmes, laboratoire d'analyse. Lendemain matin, le docteur Mercier appela Alexandre aux aurores avec les résultats des analyses. C'est bien ce que je soupçonnais, l'orazépam à forte dose, mélangé au miel. Quelqu'un administrait à mademoiselle Girard un puissant anxiolytique qui bloque la formation de nouveaux souvenirs et maintient un état confusionnel. Alexandre serra les poings. Depuis combien de temps ? Difficile à dire, mais vu la concentration retrouvée dans ses cheveux, au moins plusieurs semaines, peut-être même des mois. Mon Dieu, il y a autre chose, monsieur Beaumont. Cette substance, utilisée de manière prolongée, peut causer des dommages irréversibles à la mémoire. Heureusement, elle a cessé d'en consommer à temps. Alexandre raccrocha. Livide, quelqu'un voulait empêcher Amélie de récupérer ses souvenirs de manière permanente. Quelqu'un qui la connaissait, qui avait accès à son appartement, qui savait exactement quoi utiliser. Son téléphone sonna. Marcus. Son homme de confiance. « Monsieur, j'ai du nouveau sur l'immeuble de mademoiselle Girard. Le gardien se souvient d'une femme élégante qui venait régulièrement, prétendant être de la famille. Elle avait un double des clés.
Description. Brune. La quarantaine. Très chic. Elle donnait toujours un généreux pourboire pour qu'on ne pose pas de questions. Alexandre ferma les yeux. Cette description correspondait parfaitement à sa sœur. Hôtel Beaumont. Suite présidentielle, Alexandre avait installé Amélie dans la suite la plus sécurisée de son hôtel. 2 gardes du corps discrets surveillaient l'étage, et Marcus contrôlait personnellement tout ce qu'elle mangeait ou buvait. Amélie, débarrassée de l'influence des drogues, se sentait renaître. Son esprit s'éclaircissait progressivement, et avec cette clarté revenaient des souvenirs de plus en plus précis. Elle se rappelait maintenant des détails troublants. La voix d'Alexandre qui l'appelait « ma chérie », ses mains sur son ventre rond quand elle était enceinte, l'odeur du talc de Lucas bébé. Lucas était venu la voir après l'école, rayonnant de voir sa maman installée dans leur hôtel. Il avait apporté de nouveaux dessins qu'il avait faits en classe, leur famille réunie, Amélie tenant sa main, Alexandre qui souriait enfin. « Maîtresse dit que je dessine mieux quand je suis heureux », expliqua-t-il en grimpant sur le lit pour se blottir contre elle. Ce geste si naturel, si évident, bouleversa Amélie. Ses bras se refermèrent instinctivement sur l'enfant, et elle sut avec une certitude absolue que c'était son fils, son bébé qu'elle avait porté, mis au monde, bercé des nuits entières. « Lucas », murmura-t-elle. Et sa voix se brisa sur ce prénom qui résonnait enfin juste dans sa bouche. Bureau privé d'Alexandre. Simultanément, Alexandre avait étalé sur son bureau tous les dossiers concernant l'accident de Claire, rapport d'enquête, témoignages, expertise technique. Il les avait lus 100 fois, mais aujourd'hui, il cherchait autre chose. Quelqu'un avait voulu empêcher Amélie de récupérer la mémoire, quelqu'un qui connaissait son identité depuis le début. Il tomba sur un détail qui lui avait échappé. Le pilote du vol 2847, Jean-Claude Morin, avait eu des problèmes financiers importants dans les mois précédant l'accident. Ses comptes bancaires montraient un virement inexpliqué de 50 000 € 3 jours avant le crash. Alexandre décrocha son téléphone et appela son ancien ami enquêteur à la police judiciaire. « Bertrand, c'est Alexandre Beaumont. J'ai besoin d'un service. Tu peux me dire qui a viré 50 000 € au pilote Morin en juin 2017 ? Alexandre, l'enquête est close. Pourquoi tu ressors ça ? Je pense que ma femme est vivante. » Un long silence. « Tu déconnes. Jamais été aussi sérieux de ma vie. Laisse-moi 2 heures. » Appartement de Véronique. Véronique faisait les 100 pas dans son salon, un verre de champagne à la main pour calmer ses nerfs. Le plan avec la drogue avait échoué. Alexandre protégeait maintenant cette garce comme un trésor. Et pire encore, elle était hébergée dans l'hôtel familial. Sous leur propre toit, son téléphone sonna. Un numéro masqué. « Madame Beaumont, commissaire Laroche, police judiciaire. J'aurais quelques questions à vous poser concernant le vol 2847 de juin 2017. » Le sang de Véronique se glaça. « Pourquoi ? L'enquête est terminée depuis longtemps. Nouvelle piste. Pourriez-vous passer au commissariat demain matin ? » « Bien sûr. Puis-je savoir de quoi il s'agit ? Nous en parlerons demain. Bonne soirée, madame. » Véronique laissa tomber son téléphone. Prise de panique. Ils avaient découvert quelque chose. Après 8 ans, son crime parfait s'effritait. Elle se précipita vers son coffre-fort et en sortit un dossier qu'elle aurait dû détruire depuis longtemps. Photo du pilote Morin, reçu de virement, enregistrement de leur conversation téléphonique, toutes les preuves de sa culpabilité. Elle devait agir. Et vite. Hôtel Beaumont. Soir, Alexandre revint voir Amélie et Lucas avec les résultats de son enquête. L'enfant dormait dans les bras de sa mère retrouvée. Et cette image idyllique faillit lui briser le cœur. Il avait tant rêvé de retrouver cette paix familiale. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il doucement pour ne pas réveiller Lucas. « Mieux, beaucoup mieux. » Amélie leva vers lui des yeux où brillait une lueur nouvelle. « Alexandre, je me souviens de choses. Notre première rencontre dans ce café de Saint-Germain, notre mariage sous la pluie, la naissance de Lucas. » Alexandre s'assit près d'elle, le cœur battant. « Claire. » Oui, des larmes coulaient sur ses joues. « Je suis Claire, votre Claire. Et cet enfant. » Elle serra Lucas plus fort contre elle. « Mon bébé, mon petit garçon que j'ai cru ne jamais revoir. » Alexandre la prit dans ses bras. Et pour la première fois depuis 8 ans, il se sentit complet. Mais il devait lui dire ce qu'il avait découvert. « Claire, l'accident, ce n'était pas un accident. » Elle se recula, alarmée. « Que voulez-vous dire ? Le pilote a été payé pour provoquer le crash. 50 000 € virés sur son compte 3 jours avant ?
Claire porta la main à sa bouche, horrifiée. Qui aurait pu? Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Plus tard dans la soirée, Véronique frappa à la porte de la suite. Alexandre ouvrit, surpris de voir sa sœur si tard. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix tendue. Alexandre hésita, puis sortit dans le couloir en refermant la porte derrière lui pour ne pas réveiller Claire et Lucas. « Véronique, si c'est encore pour me parler contre Amélie… »« Elle s'appelle Claire !» explosa Véronique. « Arrête de faire semblant. Je sais que tu sais qui elle est. » Alexandre se figea. « Comment ? Parce que je l'ai toujours su. » Les mots sortirent, comme une confession arrachée. « Depuis le premier jour où tu me l'as présentée, j'ai su qu'elle était vivante. Tu savais ?» Alexandre la regardait avec horreur. « Depuis 8 ans, tu savais que ma femme était vivante. Et tu ne m'as rien dit. Je ne pouvais pas. Pourquoi ?» Véronique recula, réalisant qu'elle en avait déjà trop dit. Mais c'était trop tard. L'étau se resserrait, et Alexandre allait forcément comprendre. « Réponds-moi » cria Alexandre. « Pourquoi tu ne pouvais pas me le dire ? Parce que… » Véronique s'effondra, des années de mensonges et de culpabilité explosant d'un coup. « Parce que c'est moi qui ai payé le pilote ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre la regardait comme si elle venait de lui planter un couteau dans le cœur. « Quoi ? C'est moi » répéta Véronique dans un murmure. « J'ai payé Morin pour provoquer l'accident. Je voulais qu'elle meure. Tu… » Alexandre ne parvenait pas à articuler un mot. Sa propre sœur avait tenté d'assassiner sa femme. « Alexandre, laisse-moi t'expliquer. »« M'expliquer quoi ?» hurla-t-il. « Que tu as essayé de tuer Claire, que tu m'as laissé souffrir 8 ans en sachant la vérité, que tu as privé Lucas de sa mère. Je l'ai fait par amour, » cria Véronique. « Parce que je t'aime, parce que je t'ai toujours aimé. » Alexandre recula, dégoûté. « Tu es malade. Tu es complètement malade. Je savais qu'elle était entre nous. Elle t'avait complètement ensorcelée. Tu n'existais plus que pour elle. C'était ma femme. Et moi, Véronique pleurait maintenant. Moi qui t'ai toujours soutenue, qui ai consacré ma vie à ton bonheur. Qu'est-ce que j'étais pour toi? Ma sœur. Tu étais ma sœur. Ce n'était pas assez. Ça ne l'a jamais été. » Alexandre la regardait avec une horreur croissante. L'amour obsessionnel, la jalousie maladive, des années de manipulation, tout prenait un sens atroce. « Tu es un monstre », dit-il d'une voix blanche. Véronique essuya ses larmes et retrouva soudain sa froideur habituelle. « Peut-être, mais maintenant tu sais. Et tu sais aussi que si elle récupère complètement la mémoire, elle se souviendra de tout. De notre dispute avant son départ, de mes menaces. Elle me dénoncera. Tant mieux. Vraiment ?» Véronique sourit cruellement. « Tu veux que Lucas apprenne que sa tante a tenté de tuer sa mère? Tu veux traîner le nom des Beaumont dans la boue ?» Alexandre sentit le piège se refermer sur lui. Véronique avait toujours été diaboliquement intelligente. « Qu'est-ce que tu veux ? Que vous partiez tous les 3, loin de Paris, loin de moi. Je ne vous dénoncerai pas. Vous ne me dénoncez pas. » « Ah, et si je refuse ?» Le sourire de Véronique se fit glacial. « Alors je ferai en sorte que Claire disparaisse vraiment cette fois, pour toujours. » Hôtel Beaumont, suite présidentielle. Aube Alexandre n'avait pas fermé l'œil de la nuit, assis dans le fauteuil face au lit où dormaient Claire et Lucas. Il observait ces 2 êtres qu'il chérissait plus que sa propre vie. La confession de Véronique résonnait encore dans sa tête comme un cauchemar éveillé. Sa propre sœur, comment avait-il pu être aveugle à ce point? Claire ouvrit les yeux et le découvrit là, le visage ravagé par l'insomnie et l'angoisse. « Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air… » Claire. Il prononça son prénom avec une tendresse infinie. « Vous vous souvenez maintenant, complètement. » Elle s'assit dans le lit, faisant attention à ne pas réveiller Lucas. De plus en plus, c'est comme si un voile se levait progressivement. Je me rappelle notre premier baiser sous la pluie, notre voyage de noces en Italie, la première fois où Lucas a dit « Maman ». Sa voix se brisa sur ce dernier souvenir. Tant d'années perdues avec son fils. Et l'accident, demanda doucement Alexandre. Vous souvenez-vous de quelque chose? Claire fronça les sourcils, concentrée. Des fragments. L'avion qui tangue anormalement. Votre main dans la mienne. La certitude que quelque chose clochait. Elle marqua une pause. Et Véronique? Véronique, nous nous étions disputés avant le départ. Elle était venue à la maison pendant que vous étiez au bureau. Elle m'a dit des choses terribles.
Alexandre se pencha vers elle. Quelle chose, qu'elle m'avait toujours détestée, que j'avais détruit sa relation avec vous, que... Claire s'interrompit, portant la main à sa tempe. Elle a dit qu'elle préférerait me voir morte, plutôt que de continuer à vous voir heureux avec moi. Le cœur d'Alexandre se serra. Il devait lui dire la vérité, mais comment annoncer à sa femme que sa propre belle-sœur avait orchestré sa mort? Lucas bougea dans son sommeil et murmura « Maman ». Claire fondit en larmes et caressa tendrement les cheveux de son fils. « Mon bébé, mon petit Lucas, 8 années perdues, il était si petit quand... Comment ai-je pu le laisser grandir sans moi? Ce n'était pas votre faute, dit Alexandre en venant s'asseoir sur le lit. Rien de tout ça n'était votre faute. Petit déjeuner en famille, Lucas s'éveilla pour découvrir ses parents assis de chaque côté du lit, et son visage s'illumina d'un bonheur pur. « C'est vrai alors ?» demanda-t-il d'une petite voix pleine d'espoir. « Tu es vraiment maman ?» Claire le prit dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. « Oui, mon cœur, je suis ta maman, et je ne vous quitterai plus jamais. » Ils commandèrent le petit déjeuner en chambre, et Claire eut l'impression de revivre un miracle. Regarder Lucas tartiner ses biscottes, l'entendre babiller de tout et de rien, voir Alexandre sourire enfin après des années de mélancolie. « Maman, tu vas revenir à la maison ?» demanda Lucas entre deux bouchées. Claire et Alexandre échangèrent un regard. Ils n'avaient pas encore parlé de l'avenir, trop occupés à apprivoiser ces retrouvailles inespérées. « J'aimerais beaucoup, » dit Claire doucement. « Si papa est d'accord, bien sûr que je suis d'accord, » répondit Alexandre, la voix rauque d'émotion. Lucas applaudit, radieux, puis il se leva et alla chercher quelque chose dans son sac d'école. « J'ai fait ça pour toi hier soir, » dit-il en tendant un dessin à Claire. C'était un portrait d'elle, mais pas comme elle était maintenant. C'était Claire d'avant, avec ses cheveux longs et ondulés, son visage plus rond, son sourire éclatant. Au bas du dessin, Lucas avait écrit en lettres maladroites « Ma maman que j'ai retrouvée. »« Comment tu m'as dessinée comme ça ?» demanda Claire, bouleversée. « Je sais pas, mes mains se souvenaient à toutes seules. » Maison de Neuilly. Après-midi, le retour à la maison fut un moment magique et déchirant à la fois. Claire redécouvrait chaque recoin, chaque objet, chaque détail de sa vie d'avant, dans la cuisine. Elle sut instinctivement où se trouvaient les couverts. Dans le salon, elle se dirigea naturellement vers sa place habituelle sur le canapé. Mais c'est dans leur chambre que l'émotion fut la plus forte. Ses vêtements étaient encore là, ses bijoux, ses livres. Alexandre avait tout conservé intact, comme un sanctuaire. « Vous m'avez attendu », murmura-t-elle en caressant une robe qu'elle se souvenait avoir portée le jour de l'anniversaire de Lucas. « Chaque jour, » répondit Alexandre, « même quand la raison me disait que c'était impossible. Mon cœur refusait de vous faire le deuil. » Claire se tourna vers lui, et pour la première fois depuis 8 ans, ils se regardèrent vraiment. Plus de doute, plus d'incertitude, juste l'amour intact, plus fort que la séparation, plus fort que l'oubli. « Je vous aime », dit-elle simplement. « Je vous aime aussi. Je ne vous ai jamais cessé de vous aimer. » Ils s'embrassèrent tendrement, et Claire sentit sa mémoire exploser littéralement. Ce baiser, elle le connaissait par cœur. Ses lèvres, ses mains, cette façon qu'avait Alexandre de la serrer contre lui, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Alexandre », souffla-t-elle contre ses lèvres, « je me souviens de tout maintenant. Tout, notre rencontre, notre mariage, la naissance de Lucas, nos projets d'avoir un deuxième enfant, et l'accident. » Claire ferma les yeux, et les images défilèrent comme un film accéléré. L'avion qui perdait de l'altitude anormalement, la panique dans la cabine. Cette certitude atroce que ce n'était pas un accident. « Quelqu'un a saboté l'avion », dit-elle d'une voix blanche. « Je m'en rends compte maintenant, la façon dont les moteurs ont lâché, ces secousses qui ne ressemblaient à aucune turbulence normale. » Claire, et cette dispute avec Véronique, elle était dans un état... Elle m'a dit qu'elle ne supportait plus de me voir vous rendre heureux, qu'elle ferait n'importe quoi pour que ça cesse. Alexandre prit ses mains dans les siennes. « Ma chérie, il faut que je vous dise quelque chose. » Simultanément. Appartement de Véronique préparait méthodiquement sa fuite. Passeport, comptes bancaires offshore, contact dans des pays sans extradition. Elle avait toujours su que ce jour pourrait arriver et s'y était préparée. Mais avant de partir, elle avait une dernière carte à jouer. Elle composa le numéro de ses anciens complices.
ces hommes peu recommandables qu'elle avait utilisés pour harceler Amélie. C'est moi. Je veux que vous enleviez l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant. Vous ne nous aviez jamais parlé d'un gosse. Lucas Beaumont, 10 ans. Il sera probablement au parc Monceau vers 17h avec sa nounou. C'est ma dernière demande, et la plus importante. Le tarif sera différent. S'attaquer à un môme. Vous aurez ce que vous voulez. Amenez-le à l'entrepôt de Montreuil. Et surtout, prévenez-moi quand c'est fait. Maison de Neuilly, fin d'après-midi, Alexandre venait de tout raconter à Claire. La découverte des paiements au pilote, la confession de Véronique, ses menaces. Claire l'avait écouté dans un silence de plomb, son visage devenant de plus en plus livide. « Elle a vraiment fait ça, » murmura-t-elle. « Elle a vraiment tenté de me tuer. Oui, par jalousie maladive, elle. Elle dit qu'elle m'aime, d'un amour obsessionnel. » Claire se leva et fit les 100 pas dans la chambre, sous le choc. « Mon Dieu, et moi qui culpabilisais de ne pas me souvenir de ma vie. Tous ces gens qui m'ont aidée en Bretagne, cette nouvelle identité que j'ai construite, j'aurais pu mourir. Mais vous n'êtes pas morte, vous êtes revenue vers nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On la dénonce. Je ne sais pas, elle menace de recommencer si nous parlons, et il y a Lucas à protéger. » Justement, Lucas déboula dans la chambre. Tout excité, « Maman, papa, Mamie Rose dit qu'on peut aller au parc. Tu viens avec nous. » Claire sourit à travers ses larmes et ébouriffa les cheveux de son fils. « Bien sûr, mon cœur. » Alexandre consulta sa montre. 16h30. Une petite sortie au parc leur ferait du bien à tous. Ils avaient besoin de respirer, de se détendre après toutes ces révélations. « Allez-y, » dit-il. « J'ai quelques coups de fil à passer et je vous rejoins. » Claire l'embrassa tendrement. Ne tardez pas trop. Elle ne savait pas que ces mots seraient peut-être les derniers qu'elle prononcerait en famille avant longtemps. Parc Monceau, 17h15. Lucas courut vers les balançoires, sous le regard attendri de Claire et Rose. La gouvernante, pour la première fois depuis des années, Claire se sentait complètement heureuse. Son fils retrouvé, son mari qui l'aimait toujours. Leur famille reconstituée, elle ne vit pas les deux hommes qui s'approchaient discrètement. « Lucas !» cria l'un d'eux. « Ton papa nous envoie. Viens vite !» L'enfant se retourna, méfiant. On lui avait toujours dit de ne pas suivre les inconnus. « Maman !» appela-t-il. Mais quand Claire se retourna, les hommes étaient déjà sur Lucas. L'un d'eux le souleva comme un sac à patates, tandis que l'autre pointait quelque chose qui ressemblait à une arme vers Claire et Rose. Un mot et le gosse y passe. Lucas se débattait en criant « Maman, maman !» Ce cri déchira le cœur de Claire et réveilla en elle des instincts maternels farouches. Elle se lança vers les ravisseurs, mais l'homme à l'arme la repoussa violemment. « Lucas !» hurla-t-elle. Mais il disparaissait déjà avec son fils. Le téléphone de Claire sonna. Un numéro masqué. « Claire !» La voix glacée de Véronique. « J'ai ton fils. Si tu veux le revoir vivant, tu disparais. Pour toujours. Tu as 2 heures pour quitter Paris. » Seul, Parc Monceau. 17h20. Claire regardait fixement son téléphone, les jambes coupées par le choc. La voix de Véronique résonnait encore dans sa tête, froide et impitoyable. « J'ai ton fils ?» Rose, la gouvernante, s'effondra sur un banc, tremblante. « Madame Claire, qu'est-ce qu'on fait? Il faut appeler la police !»« Non !» Claire se ressaisit rapidement. « Elle l'a dit, si on implique quelqu'un, elle... » Sa voix se brisa. Elle ne pouvait pas terminer cette phrase. Son téléphone vibra. Un message de Véronique avec une photo qui lui glaça le sang. Lucas, attaché sur une chaise dans ce qui semblait être un entrepôt abandonné, son petit visage était marqué par la terreur, mais il semblait indemne. Gare du Nord, quai 3, train de 19h47 pour Londres. Seul, pas de bagages. Si tu n'es pas dans ce train, tu ne reverras plus jamais ton fils. Claire consulta sa montre. 17h22. Moins de 2h30, son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Rose, rentrez à la maison et prévenez Alexandre. Dites-lui exactement ce qui s'est passé. Et vous, je fais ce qu'elle demande. C'est mon fils. Maison de Neuilly. 17h45. Alexandre raccrocha son téléphone après avoir organisé une réunion avec ses avocats pour le lendemain. Il allait porter plainte contre Véronique. Quelles que soient les conséquences, Claire avait le droit de retrouver sa vie, et Lucas méritait de connaître la vérité sur sa mère. Rose déboula dans le bureau, le visage défait et les larmes aux yeux. « Monsieur Alexandre, oh mon Dieu,
Monsieur Alexandre. Rose, qu'est-ce qui se passe? Où sont Claire et Lucas? Ils ont pris Lucas. Des hommes l'ont enlevé au parc. Et Madame Claire, elle est partie. Alexandre sentit le monde s'écrouler autour de lui. Quoi? Qui a pris Lucas? Je ne sais pas. 2 hommes. Ils ont dit qu'ils venaient de votre part. Et puis ils l'ont emmené de force. Madame Claire a reçu un appel. Et après elle m'a dit de vous prévenir et elle est partie. Alexandre attira son téléphone et composa fébrilement le numéro de Claire. Messagerie. Il essaya encore. Encore. Toujours la messagerie. Il appela Marcus. Ma femme et mon fils ont été enlevés. Trouve-moi tout de suite où ils sont. Monsieur, je mets tous nos hommes là-dessus immédiatement. Et contacte la police. Non. Attends. Alexandre réfléchit rapidement. Si c'était Véronique derrière tout ça. Et qui d'autre? Elle ne plaisanterait pas avec ses menaces. Retrouve-les d'abord, discrètement. Gare du Nord. 19h15, Claire était arrivée en avance. Rongée par l'angoisse, elle avait acheté son billet pour Londres comme demandé et attendait maintenant sur le quai, scrutant chaque visage dans l'espoir d'apercevoir Véronique. Son téléphone sonna. « Tu es à la gare. »« Oui, où est Lucas? Je veux lui parler. »« D'abord, monte dans le train. Voiture 7, place 24A. Véronique, je vous en supplie, laissez-moi au moins entendre sa voix. Monte dans ce train, Claire. Tu as 3 minutes. » La ligne se coupa. Claire regarda le train qui entrait en gare, les larmes aux yeux. Fuir signifiait abandonner Alexandre une nouvelle fois, le laisser croire qu'elle l'avait quitté volontairement, mais rester signifiait peut-être condamner Lucas. Elle monta dans le train, entrepôt de Montreuil. Simultanément, Lucas était attaché sur une chaise au milieu d'un vaste entrepôt glacial. Il avait peur, mais s'efforçait de rester brave comme son père le lui avait appris. Ces hommes n'avaient pas l'air de vouloir lui faire du mal. Ils évitèrent même de le regarder, comme s'ils étaient gênés de s'en prendre à un enfant. « Pourquoi vous m'avez emmené ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Mon papa va me chercher. Il va vous retrouver. » L'un des hommes, celui qui semblait être le chef, s'approcha. « Écoute, petit, on ne te fera rien si tu restes sage. C'est juste, compliqué entre les adultes. C'est à cause de maman. Parce qu'elle est revenue. » L'homme ne répondit pas. Mais Lucas vit quelque chose passer dans ses yeux, une sorte de malaise. « Vous savez, maman a été très malade, » continua Lucas, avec cette logique d'enfant qui va droit au cœur des choses. Elle avait oublié qui elle était. Mais maintenant elle se souvient de nous. Et on est heureux. Pourquoi vous voulez nous séparer? Train vers Londres. 20h30 Claire fixait le paysage qui défilait par la fenêtre, l'esprit en ébullition. Elle avait obéi aux instructions de Véronique. Mais maintenant quoi? Devait-elle vraiment disparaître à nouveau? Abandonner Alexandre et Lucas pour toujours? Son téléphone vibra. Un message de Véronique, avec une nouvelle photo de Lucas. L'enfant pleurait maintenant. « Félicitations, tu as fait le bon choix. Maintenant, tu continues jusqu'à Londres. Tu prends le premier vol pour n'importe où et tu disparais. Si tu reviens en France, si tu cherches à contacter Alexandre, ton fils mourra. » Claire ferma les yeux, ravagée. Véronique avait gagné une fois de plus. Elle allait détruire leur bonheur familial. Mais cette fois, Claire était consciente. Elle se souvenait de tout. De son amour pour Alexandre, de sa dévotion à Lucas, de leur vie parfaite avant l'accident. Un autre message arriva. « Ah, et j'oubliais. Alexandre croit que tu l'as quitté volontairement. Je lui ai envoyé un petit mot de ta part. Je ne peux pas revivre cette vie. Pardonnez-moi. Il ne te cherchera pas. » Claire sentit sa colère exploser comme une bombe. Véronique ne se contentait pas de la séparer de sa famille. Elle détruisait aussi l'image qu'Alexandre avait d'elle. Après 8 ans à l'attendre, il croirait qu'elle l'avait abandonné par lâcheté. À cet instant, quelque chose se brisa définitivement en Claire. La femme fragile et amnésique disparut pour laisser place à la mère et à l'épouse qu'elle était vraiment. Véronique avait fait une erreur, en menaçant Lucas. Elle avait réveillé l'instinct maternel le plus farouche qui soit. Claire se leva et se dirigea vers les toilettes du train. Là, à l'abri des regards, elle appela le seul numéro qu'elle connaissait par cœur depuis toujours. Celui d'Alexandre, hôtel particulier Beaumont, 20h45. Alexandre tournait comme un lion en cage dans son bureau. Marcus et ses hommes ratissaient de Paris, mais sans succès. La police, qu'il avait fini par alerter, promettait de faire de son mieux, mais parlait déjà de procédure, de délai. Son téléphone sonna. Claire. Claire, mon Dieu, où es-tu? Où est Lucas? Alexandre, écoutez-moi bien.
Je suis dans un train pour Londres. Mais ce n'est pas mon choix. Véronique a enlevé Lucas. Elle me fait chanter. Quoi ? Véronique. Elle m'a dit que si je ne disparaissais pas, elle tuerait notre fils, Alexandre. Il faut la retrouver. Où es-tu exactement ? Dans le Thalys, presque arrivé à Londres. Mais je ne compte pas y rester. Je descends à la prochaine gare et je reviens. Non, c'est trop dangereux. Si elle tient vraiment Lucas. Alexandre. La voix de Claire se fit d'acier. J'ai perdu 8 ans avec mon fils. Je ne perdrai pas une minute de plus. Cette fois, elle s'en est prise à mon bébé. C'est de la guerre. Alexandre reconnut dans cette intonation la Claire qu'il avait aimée, forte, déterminée, prête à tout pour protéger sa famille. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Récupérer nos souvenirs m'a redonné plus que ma mémoire. Ça m'a redonné qui je suis vraiment. Et je suis la mère de Lucas Beaumont. Personne, tu m'entends ? Personne ne touche à mon enfant. Entrepôt de Montreuil. 21h, Véronique arriva à l'entrepôt avec une satisfaction glacée. Elle avait gagné. Claire était dans un train vers l'exil. Alexandre croyait avoir été abandonné. Et bientôt, elle aurait à nouveau son frère pour elle seule. Alors, demanda-t-elle au chef des kidnappeurs. Elle a obéi. Elle est montée dans le train. Parfait. Véronique s'approcha de Lucas qui la regardait avec un mélange de peur et de dégoût. « Bonjour, mon petit-neveu. Vous êtes méchante, » dit Lucas avec cette franchise brutale de l'enfance. « Papa dit que les méchantes personnes finissent toujours par être punies. » Véronique sourit cruellement. « Ton papa dit beaucoup de choses, mais il ne sait pas tout. Maman va revenir. Elle m'a promis qu'elle ne me quitterait plus jamais. Ta maman est lâche, Lucas. Elle préfère sa tranquillité à sa famille, exactement comme la première fois. » « C'est pas vrai, » cria Lucas, les larmes aux yeux. « Maman nous aime, elle est juste malade. » Véronique s'accroupit devant l'enfant, et ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. « Tu sais quoi, Lucas ? Tu ne reverras plus jamais ta maman, ni ton papa d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que tu vas disparaître, toi aussi. Comme ça, Alexandre n'aura plus personne d'autre que moi. » L'un des hommes se redressa, alarmé. « Eh, c'était pas le deal. Vous aviez dit qu'on toucherait pas aux gosses. Les plans changent, » dit froidement Véronique en sortant un pistolet de son sac. « Vous avez le choix. Vous vous taisez et vous empocherez quand même votre argent, ou... » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. La porte de l'entrepôt explosa dans un fracas assourdissant. Claire se tenait dans l'encadrement, et dans ses yeux brillait une fureur maternelle que Véronique n'avait jamais vue. « Lâchez mon fils, » dit-elle d'une voix qui ne tremblait pas. Entrepôt de Montreuil. 21h15. Le silence qui suivit l'apparition de Claire fut assourdissant. Véronique, encore sous le choc, levait son arme d'une main tremblante vers cette femme qu'elle croyait définitivement éloignée. Les deux hommes reculèrent instinctivement, réalisant qu'ils étaient pris dans une guerre familiale qui les dépassait complètement. « Maman !» cria Lucas, ses yeux brillant soudain d'espoir. « Tu es revenue. » Claire avança lentement, ses yeux ne quittant jamais ceux de Véronique, dans cette lumière crue de l'entrepôt, face à la femme qui avait détruit sa vie. Tous ses souvenirs étaient maintenant d'une clarté aveuglante. « Je me souviens de tout maintenant, Véronique, » dit-elle d'une voix calme qui contrastait avec la fureur dans son regard. « Absolument tout. »« Impossible, » balbutia Véronique. « Tu étais dans le train. J'ai sauté à la première station. » Claire continuait d'avancer. Chaque pas calculé. « Tu as sous-estimé l'amour d'une mère pour son enfant ?» Véronique raffermit sa prise sur l'arme. « Reste où tu es. Ou quoi ? Tu vas me tuer, comme tu as déjà essayé il y a 8 ans. » Les hommes échangèrent un regard alarmé. Ils n'avaient pas signé pour un meurtre. « Je me souviens de cette dispute qu'on a eue, » continua Claire. « Tu m'as dit que tu préférais me voir morte plutôt que de continuer à voir Alexandre heureux avec moi. Tu lui as volé sa vie, » explosa Véronique. « Tu l'as ensorcelé ? Avant toi, il avait besoin de moi. Il avait besoin de sa sœur. Pas d'une femme obsédée et malade. » Lucas regardait cette scène avec des yeux écarquillés, ne comprenant pas tout mais sentant la tension mortelle entre les deux femmes. « Maman, » dit-il d'une petite voix, « j'ai peur. » Cette voix innocente brisa quelque chose en Claire. Son masque de calme s'effrita pour laisser place à une rage maternelle primitive. « Tu as terrorisé mon enfant, » dit-elle en se tournant vers Véronique. « Tu as brisé notre famille, tu m'as volé 8 années avec mon fils, et maintenant tu oses pointer cette arme sur moi devant lui. Tu ne comprends pas, » cria Véronique, perdant peu à peu son sang-froid.
Alexandre était tout pour moi, tout. Depuis qu'on est enfant, il n'y a que lui qui compte. Et toi, tu as tout détruit. J'ai épousé l'homme que j'aimais. C'est ça qui te rend folle. Il m'aimait avant toi. Il avait besoin de moi. Il t'aimait comme sa sœur. Ce n'était pas assez. L'un des hommes, mal à l'aise, intervint. « Écoutez, les dames, nous on était payés pour un enlèvement simple, pas pour ça. » Véronique se tourna vers lui, hors d'elle. « Fermez-la. » Cette seconde d'inattention fut fatale. Claire bondit vers elle comme une lionne protégeant son petit. Les deux femmes basculèrent ensemble, se battant pour l'arme. Lucas cria de terreur tandis que les hommes reculaient, ne sachant plus que faire. « Lâche-moi » hurla Véronique. « Jamais » répondit Claire en tentant de désarmer sa belle-sœur. Elles roulèrent sur le sol ciment de l'entrepôt, s'agrippant l'une à l'autre. Véronique était plus forte, mais Claire était animée par une fureur maternelle décuplée. Dans la lutte, l'arme vola et glissa sous une palette. « Tu aurais dû mourir dans cet avion » cria Véronique en tentant d'étrangler Claire. « Mais je n'ai pas » Claire réussit à se dégager. « Et tu sais pourquoi ? Parce que l'amour est plus fort que ta haine. » Elle réussit à repousser Véronique et courut vers Lucas pour détacher ses liens. « Ça va, mon cœur ? » ?»« Oui, maman. Tu es venue me sauver. » Véronique se relevait, cherchant désespérément l'arme des yeux. Ce n'est pas fini. Mais soudain, l'entrepôt fut envahi par un bruit de sirènes et de moteurs. Des phares puissants illuminèrent l'espace par les fenêtres brisées. Simultanément, à l'extérieur, Alexandre débarqua de sa voiture. Suivi de Marcus et d'une équipe de la police, il avait fini par retrouver la trace de Claire grâce aux caméras de surveillance de la gare, puis celle de l'entrepôt grâce au téléphone de Véronique que ses experts avaient géolocalisé. Police, l'endroit est cerné. Alexandre se rua vers l'entrée, le cœur battant. Il fallait qu'il arrive à temps. Il ne supporterait pas de perdre encore sa famille. À l'intérieur, les deux hommes levèrent immédiatement les mains en voyant les policiers faire irruption. Ils n'étaient que des voyous de quartier, pas des criminels endurcis. Véronique, acculée, réalisa que tout était fini. 8 ans de mensonges, de manipulations, de crimes, tout s'effondrait. Alexandre apparut dans l'encadrement et découvrit la scène, Claire serrant Lucas contre elle. Véronique debout face à eux, défigurée par la haine et le désespoir. « Claire, Lucas, papa !» cria Lucas en se précipitant vers son père. Alexandre prit son fils dans ses bras, puis attira Claire contre lui. Enfin, ils étaient réunis. Enfin, leur famille était complète. « C'est fini », murmura-t-il. « Tout va bien maintenant. » Mais Véronique n'avait pas dit son dernier mot. Profitant que l'attention était détournée, elle récupéra l'arme et la pointa vers le petit groupe familial. « Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura !» Tout se déroula alors au ralenti. Alexandre vit l'arme, poussa Claire et Lucas derrière lui. Véronique tira. Le coup de feu résonna dans l'entrepôt comme un tonnerre. Alexandre s'effondra. « Non !» hurla Claire. Véronique contempla son geste. Horrifiée, elle n'avait jamais voulu faire du mal à Alexandre. Elle l'aimait. Mais dans sa folie, elle venait de tirer sur l'homme qu'elle chérissait plus que tout. Les policiers se jetèrent sur elle. Mais elle ne résistait plus. L'arme lui tomba des mains. Claire s'agenouilla près d'Alexandre. Lucas blottit contre elle. Du sang s'étalait sous son mari. « Alexandre, mon amour, regardez-moi. » Alexandre ouvrit les yeux avec difficulté. « Claire, vous êtes, sauf, ne parlez pas. Les secours arrivent. Je vous aime tous les deux. On vous aime aussi, papa. » sanglota Lucas. Les sirènes des ambulances se rapprochaient. Claire pressait ses mains sur la blessure d'Alexandre, refusant de le laisser partir une deuxième fois. « Vous n'avez pas le droit de mourir maintenant, » lui cria-t-elle. « Nous venons de nous retrouver. Je viens de retrouver ma mémoire. Notre fils a besoin de vous. J'ai besoin de vous. » Alexandre esquissa un sourire faible. « Ma Claire, mon cœur qui n'oublie pas. » « C'est ça, votre cœur qui n'oublie pas. Alors battez, continuez de battre. » Les secours arrivèrent enfin et se ruèrent sur Alexandre. Claire et Lucas furent écartés pendant que les médecins travaillaient. Véronique, menottée, regardait cette scène avec une expression d'horreur absolue. Dans sa jalousie maladive, elle avait détruit la seule chose qu'elle aimait vraiment. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?»
Un policier l'emmena vers la voiture de patrouille, en passant près de Claire. Elle s'arrêta. « Claire, je... » Claire leva vers elle un regard où se mélangeait la colère, la tristesse et, étrangement, une forme de pitié. « Vous étiez sa sœur, » dit-elle simplement. « Il vous aimait, et vous, vous avez tout détruit. » Véronique baissa la tête et se laissa emmener. Ambulance. Vers l'hôpital, Claire tenait la main d'Alexandre dans l'ambulance qui fonçait vers l'hôpital. Lucas était assis près d'elle, tenant fermement la main de sa mère, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse encore. « Il va s'en sortir », dit le médecin urgentiste. « La balle a évité les organes vitaux. Il a eu de la chance. » Claire ferma les yeux de soulagement. Ils allaient pouvoir recommencer. Vraiment recommencer cette fois. Alexandre serra faiblement sa main. « Claire, je suis là. Nous sommes là tous les deux. Cette fois, plus jamais, séparés. Plus jamais, promit-elle en embrassant son front. Plus jamais, dans la sirène de l'ambulance qui perçait la nuit parisienne. Une famille se reconstituait enfin. Plus forte que jamais. L'amour avait triomphé de la haine. La vérité avait vaincu le mensonge. Et le cœur qui n'oublie pas avait guidé Claire jusqu'à la victoire finale. Véronique était vaincue. Pour de bon cette fois. Hôpital Pitié-Salpêtrière. 3 semaines plus tard, le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de la chambre d'hôpital, projetant des rayons dorés sur le visage d'Alexandre qui dormait paisiblement. Claire, assise dans le fauteuil à côté de son lit, n'avait pratiquement pas quitté son chevet depuis l'opération. Lucas, installé sur une petite chaise avec ses cahiers de coloriage, avait transformé la chambre en véritable atelier d'artiste. « Papa va vraiment guérir complètement ?» demanda Lucas pour la 100e fois, levant ses yeux inquiets vers sa mère. « Oui, mon cœur. Les médecins l'ont dit. Dans quelques jours, il pourra rentrer à la maison avec nous. » Lucas sourit et retourna à son dessin, leur famille dans le jardin de Neuilly, avec lui au centre tenant les mains de ses parents. Au-dessus, il avait écrit en lettres colorées « Ma famille pour toujours ». Alexandre ouvrit lentement les yeux et découvrit cette scène de bonheur quotidien qu'il avait cru ne jamais revivre. « Bonjour, mes amours », murmura-t-il d'une voix encore faible. Claire se précipita vers lui et l'embrassa tendrement. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Mieux, beaucoup mieux. » Alexandre caressa la joue de sa femme. « Et vous, vous avez dormi ?»« Un peu. » Claire mentait. Elle passait ses nuits à veiller sur lui. Terrorisée à l'idée de le perdre une nouvelle fois, Lucas grimpa précautionneusement sur le lit, faisant attention aux perfusions. « Papa, regarde, j'ai dessiné notre nouvelle maison. » Alexandre examina le dessin avec émotion. « Elle est magnifique. »« Bonhomme, j'ai ajouté un chien. Tu avais promis qu'on pourrait avoir un chien. » Alexandre et Claire échangèrent un regard amusé, malgré tout ce qu'ils avaient traversé. Lucas restait un petit garçon de 10 ans avec ses rêves d'enfant. « On verra ça quand papa sera complètement guéri », dit Claire en ébouriffant les cheveux de son fils, commissariat de police. Même jour dans une salle d'interrogatoire austère, Véronique Beaumont faisait face aux enquêteurs. Ses aveux complets avaient permis de reconstituer 8 années de mensonges et de manipulations. Le pilote Morin était mort dans un accident de voiture 2 ans après le crash. Un accident que Véronique avait également organisé pour effacer les preuves. Madame Beaumont, vous reconnaissez donc avoir organisé l'attentat contre le vol Air France de 1847 ? Oui, sa voix était à peine audible. Vous reconnaissez avoir tenté d'empoisonner Claire Beaumont ? Oui. Vous reconnaissez l'enlèvement de Lucas Beaumont et la tentative d'assassinat sur Alexandre Beaumont ? Véronique ferma les yeux. Oui, à tout. L'inspecteur Moreau, un homonyme de l'enquêteur privé qu'elle avait employé, la regardait avec un mélange de fascination et d'écœurement. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu une telle accumulation de crimes motivés par l'obsession amoureuse. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Véronique leva vers lui des yeux vides. Vous ne comprendriez pas. On ne choisit pas qui on aime, même quand c'est impossible, même quand c'est destructeur. Votre frère vous aimait, comme sa sœur, explosa-t-elle soudain. Toujours comme sa petite sœur, jamais comme une femme. J'ai passé ma vie à espérer qu'il me regarde différemment. Et puis cette Claire est arrivée, et d'un coup il n'existait plus que pour elle. Alors vous avez décidé de la tuer. Véronique retomba dans son silence. Au fond, qu'y avait-il à ajouter ? Elle avait tout perdu. Alexandre, Lucas, sa liberté, sa dignité. Et tout ça pourquoi ? Pour un amour impossible qui l'avait rendue folle. Jardin de l'hôpital.
Après-midi, Claire poussait le fauteuil roulant d'Alexandre dans les allées ombragées. Les médecins encourageaient ces petites sorties qui accélérèrent sa convalescence. Lucas courait devant eux, poursuivant un papillon. « Claire, » dit soudain Alexandre, « il faut qu'on parle de l'avenir. » « L'avenir, oui, c'est 8 années perdues. On ne peut pas les rattraper. Mais on peut construire quelque chose de nouveau. » Claire s'arrêta et vint s'asseoir sur un banc face à lui. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Je veux dire qu'on n'est plus les mêmes qu'avant l'accident. Vous avez vécu 8 ans sans moi. Vous êtes devenue indépendante, forte. » « Alexandre, laissez-moi finir. » Il prit sa main dans la sienne. « Moi aussi, j'ai changé. Ces années de solitude m'ont appris à être père autrement, à gérer mes affaires différemment. On ne peut pas juste reprendre là où on s'était arrêté. » Claire sentit une panique l'envahir. « Vous voulez dire que vous ne voulez plus de moi ?»« Au contraire. » Alexandre sourit. « Je veux dire qu'on a la chance inouïe de tomber amoureux à nouveau, de se redécouvrir, de se remarier, de rebâtir notre bonheur sur des bases encore plus solides. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Vous voulez qu'on se remarie. Si vous acceptez de m'épouser, Claire Girard. Mais je suis déjà Claire Beaumont. Plus légalement, vous êtes officiellement décédée depuis 8 ans. Il faudra refaire tous les papiers. Régulariser votre situation. Autant en profiter pour tout recommencer à zéro. » Lucas, qui avait entendu la conversation, accourut vers eux. « Maman va épouser papa. On va avoir un vrai mariage. » « Si elle dit oui, » répondit Alexandre en regardant Claire intensément. Claire contempla ces 2 hommes de sa vie, son mari qui lui proposait de l'épouser à nouveau, son fils qui trépignait d'excitation, après tant de souffrances, tant de séparations. Il lui offrait un nouveau départ. « Oui, » dit-elle simplement. « 1000 fois oui. » Maison de Neuilly. 2 mois plus tard, le jardin resplendissait sous le soleil de juillet. Claire avait passé des semaines à replanter les rosiers, à redonner vie à cet espace qu'elle chérissait tant. Aujourd'hui, il accueillait leur second mariage dans l'intimité la plus parfaite. Seuls quelques proches étaient présents. Marcus et sa femme, Rose la gouvernante, Marie Kergoat, venue spécialement de Bretagne, et quelques amis fidèles, pas de famille du côté Beaumont. Véronique purgeait une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Claire, en robe de soie ivoire, tenait un bouquet de roses Mr. Lincoln cueilli dans son jardin. Alexandre, élégant en costume sombre, l'attendait près du massif principal. Lucas, en petit costume, portait les alliances sur un coussin brodé. Le maire du 16e arrondissement, ami personnel d'Alexandre, officiait la cérémonie. Vous, Alexandre Beaumont, acceptez-vous de prendre pour épouse Claire, que vous avez déjà aimée et que vous avez retrouvée? Oui, je l'accepte, pour la 2e fois et pour l'éternité. Vous, Claire, acceptez-vous de prendre pour époux Alexandre, en promettant de ne plus jamais l'oublier? Oui, je l'accepte. Mon cœur ne l'a jamais oublié. Ils échangèrent les alliances sous les applaudissements émus de l'assistance. Quand ils s'embrassèrent, Lucas applaudit si fort que tout le monde éclata de rire. « Et maintenant, » annonça le maire, « j'ai le plaisir de vous présenter M. et Madame Beaumont, à nouveau. » Épilogue. 1 an plus tard, Claire terminait de préparer le petit déjeuner dans la cuisine de Neuilly quand Alexandre descendit. Tenant par la main un petit garçon de 2 ans aux boucles brunes, « Dis bonjour à maman, Thomas », encouragea Alexandre, le petit Thomas, leur miracle né 10 mois après leur remariage, tendit les bras vers Claire en gazouillant. Elle le prit contre elle, respirant cette odeur de talc et de bonheur qui l'émouvait toujours autant. « Où est Lucas ?» demanda-t-elle. « Il promène Beethoven dans le jardin », répondit Alexandre en désignant la fenêtre. Effectivement, on voyait Lucas courir dans l'herbe avec un golden retriever qui aboyait joyeusement. La promesse du chien avait été tenue. « Alexandre, » dit Claire en posant Thomas dans sa chaise haute, « vous vous rendez compte? Il y a 2 ans, j'étais Amélie Girard, hôtesse de l'air amnésique. Et aujourd'hui, vous êtes Claire Beaumont, mon épouse, mère de mes enfants, et la femme la plus heureuse du monde. Comment pouvez-vous en être si sûre ?» Alexandre l'attira contre lui et l'embrassa tendrement. « Parce que je vous connais par cœur, parce que même quand vous avez tout oublié, votre cœur, lui, se souvenait. » Claire sourit et caressa son pendentif. Ce petit cœur en or et émeraude qui ne quittait plus jamais son cou. « Le cœur qui n'oublie pas, » murmura-t-elle. « Le cœur qui n'oublie jamais, » corrigea Alexandre, par la fenêtre.
Lucas faisait des signes joyeux, Beethoven bondissait dans les roses, et Thomas babillait dans sa chaise en tendant ses petites mains vers ses parents. La famille Beaumont était enfin complète, définitivement, éternellement, car certains amours sont plus forts que l'oubli, plus forts que la mort, plus forts que la haine, et celui de Claire et Alexandre était de ceux-là, indestructible, éternel, gravé dans leur cœur pour toujours. Fin. Il y a des amours que ni la mort ni l'oubli ne peuvent séparer, parce que le véritable amour vit dans le cœur,